Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo et cette fois-ci, après vous avoir fait la garde de nuit, la Night Watch avec une analyse complète, après avec un guide d'achat, aujourd'hui je vous propose, on va faire l'analyse complète de la maison Baratheon. Alors vous allez voir, on va faire comme avec la Night Watch, on va faire donc les unités de combat, les cartes de faction, les généraux et leurs cartes associées, les attachements, les unités non combattantes. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc sur chacune, je vous donnerai un petit peu mon avis, mon ressenti pour les avoir affrontés. J'ai fait une partie avec Baratheon, donc aussi j'y ai joué, donc je peux voir un peu ce qu'il y a. Comme vous le verrez, la maison Baratheon est divisée en grosso modo en deux grosses factions, une faction Redley Baratheon, une faction Stannis Baratheon. On verra un petit peu les points forts de chacun d'eux lors de cette analyse. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, allez, un petit générique et puis on attaque tout ça. Allez, c'est parti, on va analyser cette maison Baratheon. Alors, comme je l'ai dit en introduction, cette maison est composée principalement de deux sous-factions, donc Stannis Baratheon et Renly Baratheon, donc pas forcément au niveau des commandants, mais au niveau des unités. Généralement, on va vous dire que vous ne pouvez pas associer des unités d'affiliation, sous-affiliation différentes. Voilà, mais vous verrez, il y a des unités qui sont compatibles pour les deux factions, deux sous-factions, et bien entendu des unités propres à chaque faction. Donc là, tout l'intérêt de ces unités, c'est d'arriver à composer avec ces sous-factions et donc de composer une liste qui soit intéressante à jouer. Alors, on va commencer par des unités qui sont justement pas associées à une des deux affiliations. Alors, on va commencer donc par l'unité qui est en haut à gauche, les Baratheon Sentinelles. Donc, vous voyez que c'est une unité qui coûte quand même 6 points. Elle se déplace à 5, elle attaque à 4+, 7D, donc ce qui est plutôt correct. 4+ d'armure, 4+ d'armure, pardon, c'est toujours intéressant également. 6+ en morale, ce qui est quand même pas non plus négligeable. Et elle a en effet classique, on va dire, on a le Sundering, et en ordre, elle peut faire, quand une unité amie à longue distance est attaquée, ben, vous pouvez faire une charge ou une action de manœuvre. Et si bien sûr c'est une action de charge, ça doit forcément effectivement cibler l'attaquant, donc l'unité qui a attaqué votre unité amie. Donc c'est plutôt pas mauvais, elle coûte que 6, donc c'est plutôt intéressant en termes de coût d'intérêt. Elle a le Sundering, donc le fracassé qui est toujours intéressant en combat. Attention néanmoins, c'est du 4+ pour attaquer, donc il faut quand même se méfier, mais pour 6, c'est une unité qui est somme toute très correcte. On va passer ensuite au Baratheon Wardens. Pareil, il coûte que 5. Il se déplace à 4, donc c'est des grosses armures. Hein. La preuve, en stade d'armure, c'est du 3+, et en morale, c'est du 6+. Pour toucher, donc c'est du 4, c'est que 6D, mais vous allez me dire, hein, pour une unité qui coûte à 5 points, c'est déjà bien. Et en capacité, elle a un marteau de guerre, et donc si le défenseur fait un 1 sur ses attaques, il devient affaibli weekend, donc c'est plutôt très bien. Et elle a également Counter-Strike, donc frappe en retour. Chaque fois que cette unité est attaquée et que l'attaque de l'attaquant est ratée, elle subit une touche, donc c'est plutôt pas mauvais. Là encore, pour 5 points, c'est une unité qui les vaut bien, voilà, qui peut être complémentaire, surtout généralement pour compléter une liste d'armées. Donc voilà, une unité qui est quand même assez costaud, qui est assez tanky, puisque c'est quand même du 3+ en armure. Après, le défaut, c'est que ça se déplace à 4, mais en même temps pour une unité à 5 points, c'est vraiment intéressant. On va passer à une unité très très forte de Baratheon, qui est souvent, quelle que soit l'affiliation, qui est souvent mise, c'est les Stag Knights, les chevaliers du cerf, qui se déplacent à 5, qui attaquent sur du 3+, et avec 7D, quel que soit, vous voyez les rangs, 1, 2 ou 3, c'est 7D. Ça a une défense à 4+, ce qui est quand même très bon.
et un moral à 5, 5+, qui est plutôt très très bien. Après, l'inconvénient, c'est que ça coûte 8 points, mais vous allez voir par rapport aux capacités de l'unité, ça les vaut largement. Alors, elle a on va commencer par l'ordre, puisqu'après je vous expliquerai la capacité de l'unité en globalité. L'ordre, c'est quand une unité attaque sur cette unité, après que les jets d'attaque ont été lancés, donc vous pouvez voir si vous l'utilisez ou pas, elle ne subit que un dommage et une blessure par 2 touches qui ne seront pas bloquées. Donc c'est plutôt très bon. Et en capacité, et là où c'est vraiment l'intérêt de l'unité, c'est que plus on va avancer dans la partie, plus elle va être forte, puisqu'en fait, en fonction du tour dans lequel vous êtes, elle aura des effets supplémentaires. Au deuxième tour, elle va gagner coup critique, critical blow. Au troisième tour, elle va gagner vicieux. Et au quatrième tour, elle va gagner fracassé. Et au cinquième, et bien sûr valable aussi au sixième, tous ces effets se cumulant. Et donc au cinquième, elle va faire plus une touche pour chacun de ses rangs restants. Donc c'est plutôt, vous voyez, très très fort pour une unité à 8 points qui va frapper tout le temps à 7, qui va avoir 4 d'armure. Alors oui, ça se déplace à 5, mais est-ce vraiment dommage? Est-ce que c'est vraiment pénalisant? Non, parce que c'est une unité qui est quand même très très forte. Voilà pour les premières unités Baratheon. Donc là on a vu c'est des unités qui sont accessibles aux 2 factions, donc Stannis ou Renly. On enchaîne avec 3 nouvelles unités. Alors 2 unités qui sont propres à la faction Stannis et une qui sera accessible aux 2. Alors celle qui est accessible aux 2, c'est les Highgarden Pickman. Alors vous voyez, c'est une unité qui coûte 5, donc là encore un coût qui est quand même très correct, qui attaque sur du 4+, qui a 4+, en défense, par contre un moral à 7+, attention. En revanche, en capacité de l'unité, vous avez à chaque fois qu'elle fait une attaque de mêlée, avant de lancer le dé d'attaque, elle se soigne de 1, donc c'est toujours intéressant. Et en plus, si elle charge, elle fait plus une touche par rang restant dans cette unité. Donc vous voyez, c'est 2 capacités très sympas pour 5. Voilà, ça peut, voilà, à vous de trouver la bonne situation, mais vous voyez, c'est une unité qui, là encore, peut être intéressant. Attention toutefois au moral, puisque c'est un gros point faible de cette unité. À 7+, c'est quand même assez dangereux. Maintenant, le fait qu'elle attaque lui permet de récupérer un peu. Voilà, après, est-ce que ça compense les jets de morale ratés ou les jets de panique? À voir. Attention également sur le troisième rang, 1 et 2 rangs, ça va, c'est 7D. À partir, s'il ne lui reste plus qu'un rang, c'est 4D. Donc là, elle devient très peu intéressante. Donc attention, une unité qui peut être intéressante si vous le mettez dans une formation agressive ou en tout cas avec peut-être des unités assez tanky qui résistent et puis elle à côté pour aller faire un peu de dommages. Attention quand même, puisque c'est quand même aussi du 4+, donc là aussi un petit élément, un petit détail à prendre en compte. Voilà, donc une unité qui somme toute est intéressante, pareil comme tout à l'heure, comme je le disais sur les unités précédentes, à 5 points, c'est une unité qui peut être intéressante en complément en fin de liste, si vous souhaitez compléter une liste en cours de création. On va attaquer ensuite les Kingsmen, donc là uniquement pour la sous-faction Stannis Baratheon. C'est une unité qui coûte 7 points, elle se déplace à 5, 3+, 7D, 6D, 4D en fonction des rangs, 4+ en armure, ce qui est plutôt pas mal, 6+ pour le moral. Attention là encore, ça peut être une faiblesse, mais c'est toujours ça le prix. Après, elle a une capacité intéressante qui vont mettre en place 2 cœurs sur cette carte au début de la partie. Et à chaque fois qu'elle devrait être détruite, on enlève un cœur et on lui fait un test de morale. Et sur un succès, au lieu d'être détruite, cette unité reste en jeu avec un token. Donc c'est toujours intéressant pour la faire rester en jeu. Et l'autre chose, c'est qu'avant de lancer un jet d'attaque, vous pouvez chercher dans votre paquet de cartes tactiques ou votre défausse une carte Horse is the Fury. Donc nous c'est la Fury, donc la carte voilà, que vous pouvez chercher et vous pourrez l'ajouter dans votre main et puis bien sûr vous mélangez votre carte tactique. Donc cette carte là, on la verra tout à l'heure lorsqu'on analysera les cartes de faction, mais vous allez voir c'est quand même ça peut être très intéressant et pour une carte donc pour 7 comme je disais.
Donc, est-ce que c'est intéressant? C'est à voir plutôt, là il faut voir la globalité de votre liste, de votre faction, de votre armée, pour voir si la carte ajoutée en Fury est intéressante et si les Kingsmen ont leur place dans cette formation. Mais pour moi, somme toute, ça reste quand même le fait de pouvoir rester en jeu, c'est bien. Maintenant, attention, ça la fait revenir en jeu avec une seule unité, donc il suffit qu'il y ait une autre attaque ou un autre effet sur l'unité, et l'unité est quand même détruite. Donc attention, enfin peut être redétruite derrière, et vous allez sacrifier très rapidement les 2 tokens. Donc à vous de voir l'utilité par rapport à votre liste, et puis surtout en fonction aussi de votre adversaire. Dernière unité de ces 3, donc les Realer Faithful, qui est une unité qui coûte 6. Pareil, sous-faction Stannis Baratheon. Ils se déplacent de 5, ils ont 4+ pour attaquer, 7, 6, 4, 5+ d'armure, donc effectivement c'est pas leur point fort le fait de résister, mais vous allez voir il y a quand même des effets intéressants. Et en morale 4+, qui est plutôt là très très bon. Alors, qu'est-ce que ça fait cette unité? Ça fait pas mal de choses. Ça vous dit surtout que vous commencez la partie avec un token de foi, Fate, et à chaque fois que vous passez un jet de morale, vous gagnez un jeton foi. Et vous pouvez utiliser ces tokens de la manière suivante. Lorsqu'un ennemi vous engage et fait une attaque sur vous, avant que vous êtes engagé avec lui et il vous fait une attaque, pardon. Pour chaque rang de cette unité qui a été détruit, l'attaquant subit 3 hits, donc 3 touches. Attention, ce ne sont pas des blessures, c'est quand même 3 touches, donc sur une unité assez sentie, c'est pas forcément intéressant. À voir en fonction de ce qui est le mieux pour faire mal à votre adversaire. L'autre possibilité, c'est lorsque vous faites un jet d'attaque avec cette unité, vous pouvez sacrifier donc bien sûr un des tokens foi gagner comme je viens de le dire, et vous pouvez gagner précision et vicieux, donc ce qui est plutôt intéressant. Et troisième capacité aussi, là aussi intéressant, c'est quand une autre unité Railor, puisque c'est aussi une des capacités, vous allez voir, il y a d'autres unités Railor dans le Railor, enfin, comment dire, dans cette faction, donc il y a des petits combos à faire avec les deux. Quand une autre unité Railor et quand cette unité est détruite, une autre unité Railor qui est à longue distance peut faire une attaque-action. Donc vous allez voir, ça peut être intéressant de les coupler, par exemple avec les archers qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà pour les 3 unités Baratheon. On va passer sur les dernières unités. Les voici. Donc je parlais des archers, ils sont là. Alors, vous avez pouvoir, donc là on a des unités qui sont alors les archers c'est Stannis et les autres c'est du Renly non c'est autant pour moi, j'allais dire des bêtises. Donc Stannis Baratheon pour les archers et les R'hllor Queensmen, et Renly Baratheon pour les Rose Knights et les Thornwatch. Alors qu'est-ce que l'on a là-dedans? Alors dans les archers, vous voyez que c'est une unité qui coûte 6, qui se déplace à 5, qui peut tirer à distance, à longue distance, puisque il y a les deux petites sainvloches, deux petites encoches, hein, donc 3+, 7D, 6, 4. En attaque, forcément, c'est pas leur point fort, c'est du 5+, 5D, 4D, 3D. En défense, c'est 4+, en morale, c'est 6+. Là encore, attention, c'est pas leur point fort non plus. Et par contre, lorsqu'ils sont une attaque à distance, la capacité c'est vicieux, donc ça c'est plutôt bien. Et si le défenseur rate son jet de panique, donc ce qui est plutôt intéressant, vous pouvez cibler une autre unité ennemie à distance courte de cette unité, et ils font un jet de panique avec -2 à leur jet, donc c'est plutôt pas mal. Donc avec leur flèche enflammée, elle peut être capable de faire des gros dégâts. Dernière unité Stannis que l'on n'a pas vue, c'est les R'hllor Queensmen. Alors, vous allez voir, ça coûte aussi 7 points. Ça se déplace à 4, ça a 3+, pour toucher au corps à corps, 7D, 6D, 4D. C'est des bons tanks, ça encaisse bien puisque c'est du 3+, c'est un bon moral quand même puisque c'est du 5+. Comme tout à l'heure, l'autre unité, elle a To the Last, donc ça fait, on rajoute 2 tokens. Là, pareil, on fait un jet de morale, et si on le réussit, on sacrifie un token. Et on sacrifie un token pour faire un jet de morale, pardon. Et si on réussit son jet de morale, ça reste en jeu avec une blessure. Donc là, même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'unité qui avait la même capacité. Attention quand même, ça la fait revenir à 1. Et du coup, il faut quand même pouvoir maintenir et sauver l'unité derrière.
Elle a un ordre aussi qui est très intéressant, là encore avec les combos avec les unités Raylor. Quand une unité Raylor à distance courte est attaquée, avant de lancer les jets d'attaque, vous pouvez chercher dans votre deck tactique, donc carte tactique pardon, ou votre deck de discard une carte Baratheon Conviction ou Baratheon Justice, vous pouvez l'ajouter à votre main et vous mélangez votre deck. Donc là encore, avoir dans votre composition, dans votre liste d'armées, quelle carte est intéressante à aller chercher et si ça vaut le coup ou pas. Voilà, en rappelant quand même que cette unité vaut 7, mais à mon sens, elle est un peu plus intéressante que l'autre. Mais encore une fois, à voir avec la composition de votre armée. Allez, on va passer maintenant sur les deux unités Renly. On a les Rose Knight, donc des unités piétons qui sont intéressants, qui vont vous permettre de déplacer à 4, 3+, 7D. Ils ont une bonne armure, 3, 6+ pour le moral, donc ce qui est assez correct. Alors, ça fait aussi que en combat, persévérance et valeur, à chaque fois que cette unité fait une attaque en mêlée, avant de lancer les dégâts, elle se récupère une blessure, donc c'est plutôt pas rien. Et ensuite, l'autre capacité d'être Lugo, à chaque fois que cette unité se soigne d'une blessure, donc c'est combo avec l'autre, l'attaque, vous ciblez une unité avec laquelle elle est engagée, elle subit une blessure directe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque vous attaquez, vous soignez d'un 1, et vous infligez un à votre adversaire. Alors vous allez me dire, ça tue pas forcément une unité, mais vous voyez, par exemple, c'était Baratheon contre Baratheon. Hein. Je prends un exemple tout simple. L'unité a été sauvée une fois où elle a déjà utilisé un token de soins, elle n'est plus qu'un 1, bah boum, vous l'attaquez, bah boum, vous lui faites pas une unité, elle est obligée de réutiliser un deuxième token, ou sinon, elle est morte direct avant même de lancer, j'ai même envie de dire, avant même de lancer les dés. Donc c'est plutôt, ouais, c'est une bonne capacité pour achever une unité, c'est plutôt pas mal, ou commencer à l'endommager et provoquer du coup, avant de lancer le dé, provoquer un jet de panique. Ensuite, on a la Tornwatch, donc ce sont des arbalétriers, ils coûtent 6 points, donc là encore c'est plutôt bien. Unité également Renly, comme les Rose Knight. Donc ça te déplace à 6, ça tire à courte distance par contre, attention, c'est que courte distance. 3+, 6, 6 et 5. Au corps à corps, c'est du 4+, c'est quand même pas mauvais, avec 7D, 5 et 4. Là encore, ce sont des archers albatriers, donc c'est de la distance, donc c'est pas spécifique, ils sont pas super bons au corps à corps, parce qu'ils ont une défense à 5+, ils ont un moral à 6+, et pour l'arbalète, pour l'attaque à distance, ils ont fracassé Sundering, donc c'est plutôt bien, et au corps à corps, après qu'ils ont fait leur attaque, ils peuvent faire une action de retraite, donc ce qui est plutôt sympathique. Et l'autre intérêt, c'est qu'une fois qu'ils ont fait cette action de retraite, après avoir fait une action de retraite, ils peuvent se soigner de 2 blessures plus une blessure par rang qui a été détruit. De ces rangs détruits à elle, hein, pardon, autant pour moi. Donc vous voyez, voilà, donc là on a fait les unités piétons, on va pouvoir regarder maintenant les unités cavalerie. Alors vous allez voir, il y a une unité de cavalerie pour Stannis et une unité de cavalerie pour Renly et une unité utilisable pour les deux. On va commencer par celle qui est utilisable par les deux sous-factions, par les champions of the Stag, donc qui est une unité, donc bien sûr, comme je disais, cavalerie, qui se déplace à 4, donc pas leur point fort là, le déplacement, mais en revanche, ça fait du 3+ pour attaquer, 7D ou 5, ça tank super bien puisque c'est du 2+, c'est un bon moral avec du 5+. Alors, les unités cavalerie, comme d'habitude, ont 3 points de vie, ils peuvent faire une action de manœuvre au début de leur activation, et alors eux, les champions de stag ont comme capacité d'avoir de coups critiques, donc vous savez, c'est quand vous faites un 6, ça rajoute une touche, et les unités qui sont chargées deviennent affaiblies, ce qui est plutôt sympathique. Et si l'unité commence un tour engagé avec
engagés avec l'unité sur laquelle ils attaquent, avant de lancer les dommages, le défenseur devient vulnérable, donc ce qui est plutôt très très fort. Donc plus leur capacité de tanking, donc avec le 2+, ça en fait une unité intéressante. Maintenant attention, ça coûte quand même une unité à 8 points, donc il faut que ça rentre dans votre composition d'armée, donc c'est une troupe d'élite en fait comme on dit. Donc à vous de voir dans votre composition si ça rentre. Maintenant ça reste une unité de cavalerie, ça se déplace quand même correctement, et ça peut faire le café s'il jouait de manière intéressante. On va ensuite continuer avec le Dragonstone Noble, c'est une unité qui est solo. Alors vous allez le voir plus tard, il peut être aussi en attachement, mais on verra ça tout à l'heure. Donc c'est une unité qui se déplace à 4, qui attaque avec 3D, 3+, pour 3D, qui a une bonne armure aussi à 2+, qui a un bon moral à 3+, qui donc fait une unité qui a 3 points de vie, attention ça peut sauter sur un jet de morale raté, et qui comme une unité cavalerie peut faire une action de manœuvre au début de son tour. Elle a en capacité directe d'avoir le fracassé, et qui en plus fait plus de touches pour chaque blessure qu'il aura subie. Donc attention, c'est intéressant, mais voilà, comme je dis, attention, le jet de morale peut être mortel pour cette unité. Après, il a un ordre qui est quand même aussi intéressant. Après qu'une unité amie à longue distance ait été attaquée, cette unité peut faire une charge ou une action de manœuvre. Bien sûr, s'il charge, il doit cibler l'attaquant de l'unité amie. Donc voilà, donc ça reste quand même intéressant pour un coup qui est quand même de 4 points, donc ce qui n'est pas énorme. Là encore, une bonne unité pour compléter une liste. Attention quand même à la faiblesse, c'est-à-dire des 3 points de vie, même si ça tanque bien avec des effets de dommage automatique ou un jet de morale raté. Je pense notamment si vous vous opposez à du Lannister, c'est une unité qui peut sauter très facilement. Donc attention, ça, ces 4 points, ça les vaut. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, on passe à une unité qui est pour la sous-faction Renly Baratheon, une unité qui va coûter 6 points, qui va se déplacer à 6, donc bon déplacement. En corps à corps, c'est du 4+, 6D ou 4D. 5+ pour la défense, donc c'est pas leur point fort la défense. Le moral 6+, pareil, c'est pas leur point fort. En revanche, bon après c'est comme une unité cavalerie classique avec 3 points de blessure par modèle, donc pour les 4, donc ça fait 12. Et au début de l'activation, comme toute unité de cavalerie, elle peut faire une action de manœuvre. Maintenant, sa capacité, c'est la lance, donc il y a fracassé, Thundering, et qui en plus, lorsqu'il charge, rajoute 2D pour chaque rang restant dans l'unité. Donc si elle a 7 rangs, ça fait plus 4D, donc ça fait une attaque à 10D, ce qui fait quand même très très fort. Attention toutefois, c'est du 4+, c'est pas du 3+, mais néanmoins avec la saturation, donc avec les 10D, vous avez de grandes chances de faire au moins 4-5 touches relativement facilement. Donc ça peut faire très très mal aux unités amies. Attention également, cette unité n'a que 5+ en défense, donc c'est-à-dire voilà, avec une attaque contre eux après derrière peut faire aussi très très mal, donc à bien utiliser, à bien compléter, et ça peut être intéressant d'avoir des unités pour la protéger derrière, voilà, ou pour en tout cas ça peut être une bonne unité pour finir une unité adverse. Voilà, on en a terminé avec les unités Baratheon, donc vous avez pu voir les unités génériques, on va dire, pour la faction, et puis les unités spécifiques à Stannis et à Renly. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse. On va voir après les commandants, les attachements, les NCU, tout ça. Donc à voir en fonction de ça, mais vous voyez, il y a de quoi faire dans les deux affinités. Il y a un petit peu plus de choix côté Stannis, mais dans les deux cas, il y a largement de quoi faire et de quoi jouer. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque la suite tout de suite. Allez, on passe aux cartes de faction, donc les 7 qui vont composer votre deck, donc chacune en 2 exemplaires, donc 14, et ensuite vous rajouterez bien sûr les 6 cartes de votre commandant, donc 2 x 3. Alors on commence par la première, Baratheon Justice, qui permet lorsqu'un ennemi a fait une attaque contre vous, cet attaquant devient paniqué et vulnérable, ce qui est très intéressant, puisque là ça vous permet de contre-attaquer derrière et de faire très très mal. Et si en plus vous contrôlez la couronne ou la lettre, ils sont en plus affaiblis. Donc ce qui est plutôt bien, mais ça aura un effet que sur le tour d'après, mais ça reste quand même très intéressant. Et je vous rappelle que cette carte est parmi les 2 cartes que vous pouvez aller, enfin, une des cartes que vous pouvez aller chercher
grâce à une des unités combattantes qu'on a pu voir tout à l'heure. On passe juste à côté avec Ours is the Fury, là encore une carte que vous pouvez aller chercher avec une des unités. Donc ça permet, lorsque une unité amie fait une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, vous choisissez une des effets parmi les 3 qu'on va vous donner juste après. Et si en plus vous contrôlez la couronne ou la lettre, vous en choisissez plus un. Donc si vous contrôlez les deux, donc ce sera plutôt en général en fin de tour, imaginez que les 3, vous pouvez les faire. Et ces 3 capacités, vous allez voir, c'est plutôt très très intéressant, puisque ça vous rajoute plus une touche, ou alors, et ou, on va dire, fracassé, Sundering, et ou vicieux. Donc ça peut faire, voilà, c'est quand même une attaque de mêlée qui peut faire très mal. Ensuite, Off of Duty, ça fait la chose suivante. Au début d'un tour, vous ciblez une unité amie, une unité de combat amie, vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Et lorsqu'une unité amie, infanterie ou cavalerie a été détruite, vous mettez un token ordre dessus. Et quand cette carte a un token ordre dessus, donc ça veut dire que vous avez perdu une unité, cette unité subira -1 de blessure lorsqu'elle perdra ou ratera ses jets de panique plutôt. Et si vous contrôlez la couronne, à chaque fois que cette unité fait un jet d'attaque de mêlée, le défenseur gagne un condition token, donc ça peut être par exemple affaibli. Généralement ce sera vulnérable puisque au moment de l'attaque vous allez pouvoir optimiser vos dégâts. Voilà. Mais après vicieux peut être intéressant si vous savez que c'est une unité qui a un très faible moral, pas bon en tout cas, ça peut permettre de compléter aussi l'attaque que vous faites. Ensuite, on passe à la carte suivante, Final Strike, toucher, enfin attaque finale, on va dire. Après qu'un ennemi a fait une attaque de mêlée, pour chaque blessure que le défendeur a subi, l'attaquant subit une touche. Alors c'est pas une blessure, mais c'est quand même une touche. Et si en plus vous contrôlez la couronne, l'attaquant subit à -1 jet de défense, -1 à ses jets de défense contre ses touches, donc c'est plutôt pas rien non plus. Là encore, vous voyez qu'au niveau des capacités, il vous faut contrôler la couronne souvent. Souvent, la lettre ou la couronne, c'est quand même assez important dans l'utilisation des Baratheons. Donc vous voyez aussi que le contrôle du plateau politique est très important dans l'utilisation des unités Baratheons. Et ça fait partie aussi de votre optique de jeu et donc bien savoir utiliser ce tableau politique. On continue avec Baratheon Conviction. Là encore, c'est une carte que vous pouvez aller chercher grâce à une des unités combattantes. Quand une unité amie réussit un test de morale, il récupère 2 points de blessure. Et si en plus vous contrôlez la couronne, tous les ennemis qui sont engagés contre lui subissent un test de panique. Et si en plus vous contrôlez la lettre, voilà, chaque ennemi qui est engagé avec elle gagne un jeton condition, donc affaibli, vulnérable. Voilà, donc ça fait, donc vous avez de quoi faire. Donc c'est également pas mal. Donc là, vous voyez, Baratheon Justice ou Baratheon Conviction, ça fait partie d'une des 2 cartes que vous pouvez chercher avec une des unités combattantes. Donc en fonction de la situation, si vous êtes plutôt dans le dur, on va dire que vous allez chercher plutôt des blessures. Si vous êtes toujours dans une position plutôt attaquante et de faire mal, vous allez chercher le Baratheon Justice. Ensuite, on continue avec Stag 8. Quand une unité amie gagne un jeton condition, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever ce jeton condition et vous pouvez cibler une unité ennemie qui est engagée avec cette unité et il gagne le jeton condition de ce type. Donc celui que, imaginez votre adversaire, vous êtes en combat corps à corps, cet ennemi vous met un jeton vulnérable, et bien vous utilisez la carte et vous dites tiens, ce jeton vulnérable il est pour toi, il n'est pas pour moi, donc c'est plutôt intéressant. Et si en plus vous contrôlez la lettre sur le tableau politique, vous pouvez cibler un autre ennemi à longue distance et il gagne un token condition du même type. Donc par exemple, voilà, je vous parlais vulnérable, et vous pouvez aussi mettre vulnérable à l'unité. Donc l'unité, votre adversaire qui aura essayé de vous pourrir, on va dire ça gentiment, eh bien vous l'avez bien contré grâce à ça. Ensuite, dernière carte, Sustain Assault. Donc ça fait que lorsqu'une unité amie fait un jet d'attaque en mêlée, avant de lancer les dés, vous pouvez, si l'unité a commencé le tour engagée avec le défenseur,
vous attaquez avec la plus haute valeur d'attaque, donc c'est plutôt pas rien. Et si en plus le défenseur a plus de rang que vous, le défenseur devient vulnérable. Donc c'est plutôt pas mal et ça peut permettre, je parlais tout à l'heure des unités qui restaient à une unité, et là c'est typiquement une carte que vous allez jouer dans ce cadre-là. Si vous avez été attaqué, vous l'avez sauvé grâce à votre jeton, à vos jetons de dernier de la ligne, et bien vous utilisez cette carte après et vous pouvez l'attaquer directement avec votre plus haute valeur. Et comme vous serez à 1 figurine sur votre plateau d'unité et généralement l'unité adverse on en aura plus, et bien vous la mettez vulnérable et vous faites une grosse attaque dessus. Voilà, alors vous risquez quand même de perdre l'unité après, mais au moins vous lui avez fait très très mal. Donc voilà, on a vu pour les cartes de faction, on va passer à la suite. Allez, on va commencer l'analyse des généraux accessibles à la maison Baratheon, ainsi qu'à leurs cartes associées, par Andrew Estermont pour commencer. Donc, il va vous permettre, aussi bien pour vos premières capacités, donc de ce général, de ce commandant, aussi bien pour vos attaques de mêlée que de vos attaques à distance, c'est là où c'est intéressant, de relancer vos jets d'attaque si vous attaquez une unité qui a plus de rang que vous, et puis l'autre effet bien sûr, ça la transforme en unité Baratheon, ce qui est pas mal. De plus, il vous permet de considérer que vous contrôlez à la fois la couronne et la zone lettres sur le plateau diplomatique pour les effets de cartes tactiques. Donc si vous avez fait des cartes concrètement qui utilisent le fait de devoir contrôler la couronne ou la lettre, ou même les deux, eh bien vous êtes considéré comme avoir les deux effets en jeu. Alors ensuite, il y a une autre chose, donc lui, il est considéré comme un général, qui a la loyauté à Stannis Baratheon, donc vous ne pourrez inclure que des unités loyales à Stannis Baratheon. Voilà. Enfin, en tout cas, des unités avec des loyautés différentes. Donc concrètement, les unités RNI, vous ne pourrez pas les prendre. En carte tactique, la première qu'il a, c'est Assault Orders, ordre d'assaut. Quand une unité non combattante amie prend une zone, vous remplacez l'effet de la zone par une unité de combat amie fait une action d'attaque. Et si vous ciblez en faisant cette action l'unité de Andrew Estermont, vous pouvez à la place faire une charge. Donc c'est plutôt pas mal, assez situationnel, mais sympathique. Ensuite, Reckless Fury, la deuxième, c'est quand une unité amie fait un jet d'attaque. Avant de lancer les dés, l'attaque gagne vicieux et vous lancez vos dés comme si vous aviez la meilleure valeur de l'unité. Donc voilà. Et si en plus, après avoir fait l'attaque, l'attaquant subit 2 blessures, vous subissez 2 blessures, moins une blessure par chacun de vos rangs détruits. Donc si vous attaquez avec votre dernier rang, sachez que vous attaquez quand même avec la plus haute valeur de votre unité, vous avez Vicious, et au lieu de perdre des blessures, vous ne perdez rien du tout, donc ça fait quand même très 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 mal. Ensuite, troisième carte, c'est Rush of Aggression, quand une unité amie fait une action de charge, avant de lancer la distance de charge, lancer le dé pour voir si votre charge arrive au bout, vous comptez comme si vous aviez fait un 6, et en plus, votre attaque de mêlée gagne frappe critique, donc ce qui est plutôt sympathique. Alors je rappelle, frappe critique, lorsque vous faites un 6 sur votre jet d'attaque, ça fait comme si vous faisiez une touche en plus, pas une blessure, une touche en plus. Alors après, petit défaut, c'est qu'une fois que l'attaque est faite, à moins que ce soit l'unité de Estermont, cette unité qui aura fait, donc l'attaque deviendra vulnérable. Attention, vous gagnez critique, vous gagnez frappe critique, mais vous gagnez vulnérable. Donc somme toute, c'est un général qui semble intéressant. Maintenant, il y a quand même des défauts. Voilà. Clairement, quand vous voyez la première assaut order, c'est quand même assez situationnel. Il faudrait que vous soyez déjà en mêlée. Ou alors, si vous voulez faire la charge, il faut que ce soit l'unité d'Andrew. Donc très ciblé sur Andrew Estermont. Donc quand on sait qu'il y a quand même pas mal de listes et d'armées qui détruisent les attachements, c'est quand même risqué de jouer Andrew Estermont. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais il y a quand même des choses intéressantes à faire avec lui.
Voilà pour André Estermont. On va passer à un autre général, on va passer à Axel Florent, qui euh, lui est également loyal à Stanis Baratheon. Alors, il fait la chose suivante déjà, et l'unité sur laquelle il sera attaché deviendra une unité Rhaelor, je sais pas comment on prononce, voilà. Donc il y en a quelques-unes, hein. Les Rhaelor, vous avez notamment les archers, hein, en spécifique. Il y en a d'autres, bien entendu, puisqu'on vous les avez vus tout à l'heure lorsque j'ai présenté les unités. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a une présence intimidante, qui fait que les ennemis qui sont engagés avec cette unité ont -1 à leur jet de morale et plus d'une blessure à leur test de panique lorsqu'ils l'ont raté. Il a aussi Stalwart, ce qui fait que cette unité a +2 au jet de morale, ce qui est plutôt pas mal, notamment lorsque vous affrontez du Lannister ou du neutre, par exemple. Mais après, il y en a bien sûr bien d'autres situations où ce sera intéressant. Dans les cartes tactiques, il a Fury Charge. Quand une unité amie fait une action de charge, avant de résoudre cette action, l'unité devient vulnérable, mais là encore c'est un défaut, mais par contre vous faites comme si vous aviez eu 6 sur la charge et elle est considérée comme réussie, et par contre les ennemis sont paniqués. Donc attention, pareil, un petit défaut, voilà, ça met paniqué, ça fait réussir la charge, mais par contre l'unité devient vulnérable, donc attention au contre-coup derrière. En revanche, l'intérêt aussi, c'est combiner, si vous l'avez fait sur l'unité d'Axel Florent, par exemple, eh bien, n'oubliez pas que vous aurez le jet d'intimidation de morale, donc ils vont se prendre plus une blessure s'ils ratent leur jet de panique, donc ça peut être une bonne combo, là encore situationnel, puisqu'il faut que ce soit sur l'unité d'Axel Florent. Deuxième capacité, Fury Resolve. Donc avant qu'une unité amie fasse un test de panique, avant de lancer les dés, si cette unité est une unité Rhaelor, au lieu de l'unité prend 3 blessures si elle rate son jet de panique. Par contre, si elle réussit son jet, l'unité sur laquelle elle était engagée, l'unité prend ce qu'elle aurait dû perdre en blessure par le jet de panique. Et en plus, elles se prennent un wound de plus. Donc en fait, c'est le jet de blessure, ça peut être 3. Vous avez aussi votre jet de panique, vous avez fait 3. Votre unité, donc l'unité qui est en face en prend 3, si elle est engagée au corps à corps. S'en prend 3 et plus une, puisque il y a l'effet de la carte qui se rajoute derrière. Dernier truc, c'est Reload Brave, c'est quand une unité amie NCU prend possession d'une zone sur le tableau politique. Vous remplacez l'effet de zone par vous ciblez une unité de combat ennemie, et cette unité de combat subit un test de panique avec -1 à leur jet pour chaque ennemi Rhaelor qui se trouve à courte distance de lui, et sur un raté, en plus de subir des blessures, ils deviennent aussi vulnérables et paniqués. Alors c'est pas mal, alors vous verrez avec les NCU Baratheon, il y a quand même des choses intéressantes à faire en combo avec notamment cette carte, mais on verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, un général qui, somme toute, pour moi, me semble plus intéressant que le premier, mais en tout cas, voilà, il y a des choses rigolotes à faire avec lui. On enchaîne avec Courtney Penrose. Alors lui, il n'est pas Stannis, il est plutôt Renly Baratheon, donc l'autre sous-faction des Baratheon. Alors lui, il vous donne pas mal de choses, il vous donne tant que Courtney est sur le plateau, donc tant qu'il n'a pas été dégagé, éliminé, détruit, tout ce que vous voulez. Votre main tactique devient +1, donc au lieu d'être à 3, vous êtes à 4, et comme ça le dit juste après, vous démarrez la partie avec 4 cartes, et vous remettez votre main à 4 lorsque vous refaites votre main en fin de tour. Ensuite, ça fait qu'à chaque fois, autre chose, ordre de la couronne, à chaque fois que une unité non combattante amie prend la couronne, vous pouvez remplacer l'effet de la couronne par l'unité de Penrose fait une manœuvre ou une action de marche. Très situationnel, mais très pratique si vous attachez Courtney à une bonne unité correspondante. Et comme je disais, loyauté à Renly Baratheon, voilà, donc l'autre sous-faction. Alors,
En carte tactique, il a Counterplot. C'est toujours intéressant parce que lorsque un adversaire joue une carte tactique, avant de résoudre cette carte, justement, vous lancez un dé et sur un 3+, vous annulez l'effet de cette carte. Et si en plus vous contrôlez la couronne, donc vous voyez une unité qui va nécessiter d'avoir quand même le contrôle de la couronne, vous pouvez relancer ce dé, donc ce qui est toujours très pratique et très bien. Voilà, c'est toujours intéressant d'empêcher votre adversaire de faire ce qu'il veut. Ensuite, issue commands en deuxième carte tactique. Quand l'unité de votre commandant s'active, vous pouvez à la place cibler une unité amie qui est à longue distance et cette unité peut faire une charge ou une attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, au début d'un tour, vous pouvez cibler une unité amie et vous pouvez lui enlever un token d'ordre de cette unité et il ne pourra pas utiliser cet ordre à ce tour. Voilà, donc c'est très bien. Vous avez voilà. Donc c'est plutôt sympathique, sans plus, c'est plutôt la première capacité de Issue Commands qui est intéressant. Ensuite, stratégie surprise, surprise stratégie, au début d'un tour ami, vous discardez, donc vous défaussez cette carte, et une autre carte pour reprendre une carte de la pile de défausse à votre main. Et si en plus vous contrôlez la lettre, vous avez simplement à défausser cette carte, donc ce qui est plutôt pas mal. Concrètement, hein, une combo classique, c'est Counterplot, la carte qu'on a vue en premier des cartes tactiques de Courtenay. Vous l'utilisez, vous bloquez une carte tactique de votre adversaire, et puis au tour d'après de vos unités, vous jouez cette carte, vous reprenez votre Counterplot, et comme ça, vous bloquez, concrètement, vous pouvez bloquer donc du fois jusqu'à 4 cartes tactiques de votre adversaire, 2 counterplot plus 2 surprises stratégie. Donc vous voyez, ça peut être très pénible pour votre adversaire. Donc là encore, un général que j'aime, là pour le coup, que j'aime pas mal. En tout cas, en loyauté, Renly, c'est plutôt sympathique. On continue avec le général suivant, c'est Davos Seaworth. Alors lui, il est en loyauté Stannis. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a outflank, donc ça veut dire qu'en gros, au moment du déploiement, au début de la partie, vous pouvez décider de le garder en réserve, donc ça veut dire sur le côté de la table de jeu, et quand une unité non combattante ira prendre la partie cavalerie, alors attention, ça veut dire aussi des fois que votre adversaire, sachant cela, va peut-être prendre directement sur le plateau politique l'icône de cavalerie pour vous empêcher de placer Davos et donc du coup de vous enlever un tour de jeu où il sera sur le plateau. Voilà. Mais en revanche, au deuxième tour, si vous prenez tout de suite la manœuvre, vous le mettez où vous voulez avec les restrictions qui sont dites, c'est-à-dire que vous le mettez pleinement à courte distance d'un flanc de plateau. Et surtout, ça peut aussi vous permettre, même si vous le mettez au deuxième tour, même si vous avez perdu un tour, de le positionner pour être le plus embêtant pour votre adversaire. Donc, et bien sûr, en fonction du scénario que vous jouez. Voilà. Autre chose, Pathfinder, il ignore les traits dangereux, hindering et Rof, qui est des plateaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a plutôt des choses intéressantes avec ça. Alors, comme vous voyez, il a 4 cartes tactiques. 4 cartes tactiques parce qu'en fait, il y en a une qui est le Flip Bottom Tricks, c'est celle qui est en bas à gauche, qui en fait est au début de la partie, vous enlevez le Final Strike parmi les cartes de faction qu'on a vu tout à l'heure, vous l'enlevez et vous mettez cette carte à la place. Alors maintenant, on va regarder les 4 cartes pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc la première, c'est Everything. Au début d'un tour, vous ciblez une unité infanterie amie. Cette unité subit jusqu'à 3 blessures et vous ciblez une autre unité infanterie amie et vous la soignez d'autant. Et si en plus elle n'avait pas d'attachement, vous pouvez reprendre un des attachements d'infanterie que vous auriez perdu avant pour lui attacher des trucs. Concrètement, vous avez une unité par exemple d'infanterie avec un attachement n'importe lequel, voilà, qui vous donnerait un bon bonus, vous l'avez perdu, votre unité a été détruite, avec ça, vous allez le reprendre, vous allez lui faire soigner son unité, vous allez lui faire soigner des points de blessure, et vous allez pouvoir lui permettre de lui attacher cet attachement gratuitement. Alors, il y a quand même un petit inconvénient à cela, c'est qu'en général, ça veut dire que la partie est déjà bien engagée, que vous avez perdu d'unité, donc ça veut dire en prête que vous avez déjà en train
pas perdu, mais vous avez perdu une position et peut-être déjà à la bataille. Et donc le fait de ramener, de remettre des points de vie, c'est toujours très fort. Remettre l'attachement, ça va pas forcément vous changer la partie. Voilà, mais ça peut être intéressant. Imaginez, on vous a tué votre commandant, hein, on est arrivé un Drogo qui est arrivé, il vous a éliminé votre commandant, et bien grâce à ça, vous lui avez éliminé une unité, hop, vous, vous pouvez reprendre l'attachement et lui en mettre dessus, donc récupérer votre commandant. Ensuite, deuxième carte, Fealty to the Crown, donc qui permet, lorsqu'une unité ennemie rate un test de panique, vous ciblez une unité ennemie qui est à longue distance. Et pour chaque blessure que cette unité, alors c'est une carte assez classique hein, qu'on connaît dans d'autres factions, pour chaque blessure que cette unité aura perdu avec ce test de panique, vous pouvez soigner de une blessure jusqu'à un maximum de 3. Mais si en plus vous contrôlez la couronne, vous resterez à une blessure de plus. Donc bien sûr avec un maximum de 4, ce qui est logique. Alors, le Phlebotomdrix, on en parlait tout à l'heure au début en parlant de ce commandant avec cette quatrième carte. Donc il enlève Final Strike, mais par contre, il permet de vous cibler, après qu'un ennemi a fait une attaque de mêlée, vous ciblez une unité de combat ami autre que le défenseur, vous pouvez faire une action de manœuvre, et si ça cible l'unité de Davos, donc de votre commandant, vous pouvez faire un pivot et faire une marche à la place. Très situationnel, mais qui peut être aussi, là encore, très pratique. Situationnel, non, parce que vous aurez forcément le cas pour l'utiliser, donc non, autant pour moi, c'est quelque chose qui peut être très bien, et ça peut aussi vous permettre de vous changer d'option de jeu. Souvent, lorsque vous regardez les parties, les joueurs souvent se limitent sur une moitié de table, ou en tout cas une partie de la table, et du coup, ça laisse en général une opportunité de déplacement importante à l'un ou l'autre des joueurs. Avec cette carte, le fait de pouvoir faire une manœuvre et une action de marche permet de repositionner très vite une unité, ce qui est plutôt sympathique dans l'objectif de contrôle de carte et de placement d'unité. Ensuite, la dernière carte, c'est Parley. Quand une unité amie s'active, cette unité ne ferait pas d'action. Par contre, ça cible une unité à courte distance qui s'active mais qui ne fera pas d'action. En fait, vous bloquez deux de vos unités. Vous bloquez votre unité plus l'unité qui est en face. Donc imaginez qu'il y a une grosse unité d'élite en face. Je prends par exemple encore l'exemple tout à l'heure de Khal Drogo. Voilà, l'unité est en face. Et un truc, vous me dites, bon, s'il me charge, il va me détruire mon unité. Bah, hop, vous faites ça. Votre unité de Davos ne fera rien, l'unité de Khal Drogo non plus. Et en plus, si vous utilisez si vous avez ciblé l'unité de Davos, justement, eh bien, les deux unités peuvent récupérer. Alors attention, là c'est un double tranchant. Vous récupérez deux blessures et votre adversaire aussi. Mais d'un autre côté, si ça peut bloquer une unité adverse, l'empêcher de s'activer, et puis que vous avez une autre unité qui est bien placée, ben, par exemple, au lieu d'être sur un flanc, peut-être que votre unité aura la possibilité de l'attaquer de dos. Et donc, autant dire qu'effectivement, une unité qui se fait attaquer de dos, ben, ça fait très mal, très très mal. Voilà, on a fini avec Davos, donc il y a quand même des choses intéressantes à faire avec lui. On continue avec le général suivant. Je l'aime pas mal aussi, vous allez voir pourquoi. Eldon Estermont. Il a en loyauté à Renly Baratheon. Alors, il a un ordre, cibler la cible. Au début d'un tour ami, vous ciblez une unité ennemie qui est à longue distance et vous les mettez vulnérables. Donc ça ressemble un petit peu à la haute unité Nightwatch, là, des patrouilleurs, des cavaliers archers patrouilleurs qui mettent qui mettent aussi un vulnérable en ordre au début de tour à longue distance. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième chose, quand une unité attaque cette unité, avant de lancer les jets de défense, alors c'est une attaque, donc ça marche aussi sur les attaques à distance. Là, c'est pas précisé de mêlée. Donc c'est très bien, c'est très fort. Avant de lancer les jets de distance, vous bloquez une unité, vous bloquez une touche, plus une touche pour chacun de rangs détruits. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une unité bien costaud en résistance. Ensuite, sur les cartes tactiques, vous avez endurance de bataille, battle endurance. Au début d'un tour ami, vous ciblez une unité amie et vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin de la partie.
Tant qu'elle est attachée, cette unité, les attaques de mêlée de cette unité gagnent les bonus suivants basés sur le round et consécutives. Alors ça ressemble très 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 fortement au Stag Knight, si vous connaissez, vous avez vu tout à l'heure. Donc au troisième tour, il peut relancer les ratés. Au quatrième tour, il gagne Thundering, donc fracassé. Au cinquième tour, Critical Blow, donc coup critique. Et au dernier tour, il va avoir plus de dés d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Et ça permet d'avoir voilà, donc ça permet d'avoir en fait d'unités Stag Knight en plus des effets de l'unité que vous avez. Donc c'est quand même là pour le coup c'est très très fort. Pour l'instant vous voyez aussi bien le général que la carte tactique est plutôt très bien. Ensuite deuxième carte c'est FT Ransom, donc la rançon. Quand une unité un attachement ami a été détruit, vous attachez cette carte à l'ennemi, l'unité ennemie pardon, qui est à courte distance jusqu'à la fin de la partie, et si cette unité est détruite, vous gagnez un point de victoire. Et l'autre effet, c'est quand un attachement ennemi est détruit, vous attachez cette carte à une unité amie à courte distance jusqu'à la fin de la partie, et tant que c'est attaché, cette unité gagne plus un dé d'attaque et plus un au jet de morale, donc c'est plutôt très fort aussi. Donc vous voyez deux très bonnes cartes, et la troisième carte est du même acabit, Martial Superiority, donc supériorité martiale. Quand un ennemi fait un jet d'attaque, avant de lancer les jets d'attaque, vous pouvez dépenser le token vulnérable qui serait sur l'attaquant, donc combo avec Eldar Extermine qui avec l'ordre. Si vous le faites, cette attaque à -1 au toucher et prend un dégât pour tous prend un touche pour chaque raté. Donc là, c'est équivalent aux effets, par exemple, de la Nightwatch vétéran, des vétérantes d'élite donc là, sauf que là, vous l'avez sur une seule attaque, tandis que les vétérans l'ont tout le temps chez la Nightwatch. Donc ça, on est sur une autre faction. Mais en tout cas, vous voyez, aussi bien le commandant que les trois cartes sont très très intéressantes. Et franchement, c'est un commandant qui donne envie quand on regarde un petit peu les cartes qu'il joue, qu'il a avec. Allez, on continue. Commandant suivant. On passe à Loras Tyrell. Lui, il est toujours en loyauté, comme le précédent, en loyauté Renly. Alors, il vous donne expert dueliste. Donc, à chaque fois que cette unité fait un jet d'attaque, avant de lancer les dés, vous choisissez soit de faire plus une blessure, soit vous ciblez un attachant infanterie sur l'unité de défense, enfin, sur lequel elle attaque. Vous lancez un dé sur 3+, ça détruit cet attachement. Donc c'est très, en fait c'est presque comme Drogo en fait, hein, si vous regardez un peu le truc, voilà. Autre chose intéressant dans Tlès, à chaque fois que cette unité passe un jet de morale, il se soigne d'une blessure. Donc deux capacités très intéressantes pour ce commandant. Ensuite, dans les cartes tactiques, on a Growing Strong, de devenir fort. Quand une unité amie fait une attaque, pour chaque rang ennemi détruit par cette attaque, cette unité se soigne de 2 blessures. Si en plus ça soigne l'unité de Loras Tyrell, donc de votre commandant, vous soignez une blessure supplémentaire. Ensuite, Loved by the Small Folk, deuxième carte, aimé du bas peuple, on pourrait traduire ça comme ça. Quand une unité ennemie fait une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, cette unité fait un jet de morale. Sur un jet raté, ils deviennent vulnérables et affaiblis. Et si en plus ils sont à courte distance de Loras Tyrell, ils ont subi un malus de -2 à leur jet. Troisième carte possible, donnée par ce commandant, c'est Overgrowth. Au début d'un tour ennemi, vous ciblez une unité amie, ça fait un jet de morale. Si elle est engagée par un ennemi qui a plus de rang que lui, il passe automatiquement ce test. Et si le test est un succès, vous attachez cette carte à l'unité amie jusqu'à la fin de la partie. Et tant que c'est attaché, à chaque fois que cette unité est attaquée, avant de résoudre l'attaque, l'attaquant subira une touche plus une touche par à chaque rang restant du défenseur. Voilà, donc vous voyez, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'ai quand même une préférence pour le précédent, pour Westermont, mais j'avoue que Loras Tyrell a aussi moyen de faire des choses très sympathiques aussi. Commandant suivant, on a Renly Baratheon, on commence à voir les factions. Bon, là c'est logique, hein, loyauté à lui-même, Renly Baratheon.
Donc le premier, il y en a deux commandants Renly, donc là c'est le premier que l'on va voir. Lui, il donne boldness and courage, donc aussi bien pour les attaques de distance que les attaques de mêlée, donc ce qui est très bien. Et à chaque fois que cette unité attaque, si elle a tous ses rangs, elle gagne plus un dé d'attaque. Sinon, elle est considérée comme avoir plus un rang pour ses jets d'attaque, donc ce qui est plutôt très sympathique. Autre chose, elle donne plus 1 à courte distance, plus 1 à leur jet de morale, donc c'est toujours très très bien. Et ensuite, en carte tactique, première carte, Younger, Bolder et Farmore Comely, voilà. Alors, quand une unité amie passe un test de morale, vous attachez cette carte à cette unité, et jusqu'à ce que l'unité de Rayleigh soit détruite. Et tant que elle est attachée, si elle est à long range, longue distance de l'unité de Rayleigh, cette unité gagne. Les attaques de cette unité au corps à corps auront plus un dé, et sinon, autre effet, au début d'un tour ami, vous piochez une carte tactique en plus. Ensuite, deuxième carte, Wealth et Charisme. Cela fait quand une unité amie non combattante va prendre une zone sur la carte, sur le plateau diplomatique, vous remplacez l'effet de la zone par une des deux. Soit vous soignez 3 blessures au total de n'importe quelle unité à combat ami, soit vous enlevez toutes les tokens conditions, donc sur une unité de combat ami, et pour chaque jeton enlevé, vous faites une blessure à cette unité. Bien sûr, il faut être engagé, donc ça a quand même une condition d'être au combat corps à corps, d'être engagé, d'être au corps à corps. Troisième carte, c'est They will make me king, ils me feront de moi un roi. Donc au début d'un tour ami, vous choisissez une des possibilités suivantes, piochez une carte tactique, vous ciblez toutes les unités amies à courte distance de l'unité de Renly, et ils se soignent de 1. Et sinon, vous ciblez tous les ennemis qui se trouvent à courte distance de Renly, et elles subissent une blessure. C'est pas folichon quand même. Hein. C'est pas folichon, c'est plus là pour l'effet de carte tactique. Donc, je suis pas, comme tu dirais, je suis pas convaincu par ce Renly là, par ce commandant là. Je préfère les commandants qu'on a vus juste avant. On continue. Alors. Le deuxième Renly, lui, celui-là est beaucoup plus, pour moi, il me semble plus intéressant. Donc, bien entendu, loyauté à lui-même, mais surtout, cette unité ne peut pas être ciblée par les ordres ennemis, les tactiques ou les influences des ennemis, des unités non combattantes. Donc ça en fait déjà un tank, et rien que ça, il va être très très pénible à gérer pour vos adversaires. Et l'autre chose, c'est qu'il a plus 2 à ses jets de morale, donc là, c'est pareil. Pour y aller, il va falloir se lever tôt, en tout cas lui directement. On continue. Donc première carte tactique donc qu'il a à sa disposition, c'est affaire cachée. Après qu'une unité amie qui ne contient pas Renly a été attaquée, l'unité de Renly peut faire une attaque ou une action de charge sur l'attaquant, et le jet d'attaque de l'unité de Renly fera avec le maximum de dés possible. Et sinon, en effet, au début d'un tour, ami, vous piochez une carte tactique. Deuxième carte accessible, c'est In His Brother Shadow, donc dans l'ombre de ses frères, on pourrait traduire ça comme ça. Hein. Quand une unité commandant ennemi s'active, vous pouvez choisir une chose parmi celles que je vais vous dire, parmi les deux. Si cet ennemi est à longue distance de l'unité de Renly, ce commandant perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round, donc c'est plutôt bien. Ou alors l'unité de Renly fait une manœuvre ou une action de retraite, donc c'est pas mal, ça permet de se repositionner, de préparer en tout cas ce que va faire le commandant ennemi, donc c'est plutôt très sympa. Et au début d'un tour, si le commandant ennemi a été détruit, l'unité de Renly se soigne de deux blessures, donc c'est plutôt sympathique aussi. Troisième carte, inexplicable return, donc retour inexpliqué. Quand une unité amie
non-combattante va prendre une zone sur le plateau diplomatique, on remplace cette zone par soit vous bougez un attachement ami d'une unité de l'un à l'autre, qui n'a pas d'attachement bien sûr de longue distance, donc vous pouvez bouger concrètement Renly, hein, vous pouvez très bien, ça reste un attachement, donc vous pouvez faire bouger Renly d'une unité à une autre s'il n'a pas d'attachement, et puis bien sûr s'il y a la place. Voilà. Et ici la place, puis surtout, c'est comme dit, comme c'est précisé sur la carte, ça remplace aussi un modèle d'habitude. Donc, s'il restait par exemple, il y avait 6 bonhommes dispo, eh bien, il revient, il enlève un des bonhommes parmi les 6 et il vient à la place, puisque le nombre, ça ne va pas augmenter entre guillemets le point de vie de l'unité sur lequel elle va s'attacher. Voilà pour ce Renly. On va passer maintenant aux deux dernières unités, les deux derniers généraux, pardon, et là bien sûr on a vu Renly, et bien maintenant on va attaquer Stannis. Alors le premier Stannis, alors juste terminé par le dernier Renly, me semble, le deuxième Renly me paraît beaucoup plus sympathique que le premier, ce n'est que mon point de vue. On passe à Stannis Baratheon, donc l'autre loyauté, donc bien sûr il est loyal à lui-même. Alors il fait comme Axel Florent, cette unité devient une unité R'hllor. Et à chaque fois qu'il Dauntless, à chaque fois qu'il passe un test de morale, il se soigne d'un point de vie, d'un point de blessure, et il gagne en plus +1 à ses jets de panique et subit -1 blessure au jet de panique raté. Donc ça c'est plutôt sympathique. En carte tactique, on a Azor AA. Donc quand une unité amie fait un test de panique avant de lancer les dés, cette unité ne peut subir qu'un maximum de 1 blessure s'il rate le test. Si ça cible en plus une unité R'hllor et que ça réussit le test, eh bien tous les ennemis qui sont engagés avec cette unité R'hllor deviennent paniqués. Deuxième carte tactique, donc au nom des R'hllor, in R'hllor's name. Voilà, alors encore une fois, je ne sais pas comment les prononcer, donc je prononce comme ça. Quand une unité amie fait un jet d'attaque avant de lancer l'attaque, l'attaque gagne le trait suivant. L'attaque gagne un des traits, et si c'est une unité R'hllor, il gagne les deux, donc c'est-à-dire coup critique, donc critical blow, ou Thundering fracassé, donc c'est quand même très fort. Là pour le coup, c'est très très fort. Et après que l'attaque soit faite, si le défenseur n'a pas été détruit, l'attaquant subit un jet de panique avec -2, donc attention, c'est le contre-coup, mais d'un autre côté, ça peut faire très mal si vous l'avez mis sur une bonne unité. Donc là, moi, je vous conseille de le mettre sur une unité qui a au moins 7 dés d'attaque à la base, ou voilà. Parce que à 6, vous perdez un petit peu, puisque souvent, les unités d'élite, unités fortes, vous avez 7 dés d'attaque. Alors, attention, ce n'est pas une généralité, c'est un constat, en plus, voilà, par rapport à ça. Ensuite, dernière carte, test of fate, donc test de la foi. Au début d'un tour, vous ciblez une unité amie R'hllor. Cette unité fait un test de panique. Ensuite, vous attachez la carte à cette unité. Et à chaque fois que vous enlevez la carte quand un ennemi aura fait une attaque sur lui, alors c'est valable aussi pour les attaques à distance. Et par contre, tant que c'est attaché, cette unité gagne +1 jet de +1 dé de défense. Donc ça, c'est +1, alors jet de défense, pardon, tant pour moi, c'est moi qui lis mal, voilà. Bon, je vais peut-être refaire cette partie-là en montant la vidéo, mais on verra. Mais après tout, c'est pas grave. Il y a tellement de choses à dire de toute façon sur ces généraux. Voilà. Donc c'est un Stannis pareil, un peu comme tout à l'heure sur le Renly, c'est la première version Stannis. Elle est pas mal. Perso, je crois que je préfère aussi la deuxième de Stannis que l'on va voir tout de suite. Donc lui c'est le Rightful Heir. Alors il a deux choses, donc bien sûr loyauté à Stannis. Il a 2 ordres. Le premier, vous ciblez une unité à longue distance et vous remplacez un jeton de condition par un autre. Et la deuxième, c'est ciblage. Vous ciblez une unité ennemie à longue distance, ils deviennent vulnérables. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, première carte tactique, Will of the One True King. Vous ciblez une unité amie quand elle prend le contrôle de la couronne. Au lieu de ça, vous ciblez une unité ennemie et vous faites
vous avez l'effet suivant: une unité de combat ennemie devient paniquée, une unité de combat ennemie devient vulnérable, et une unité de combat ennemie devient affaiblie. Donc les trois d'un coup, c'est plutôt sympathique. Deuxième, tactical approche, donc approche tactique. Au début d'un tour, vous ciblez une unité de combat ami, vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Tant que c'est attaché, à chaque fois que cette unité fait un jet de mêlée, avant de lancer le jet d'attaque, vous pouvez dépenser un jeton de condition qui était sur le défenseur, et si vous le faites, cette attaque fera automatiquement des 3 blessures supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, si c'est une unité de Stannis directement, l'unité sur laquelle Stannis est attaché, vous faites, au lieu de lancer 2 dés, vous faites 3 blessures directement. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, arche condition difficile, on va dire ça comme ça. Au début d'un tour, vous ciblez une unité ennemie, vous enlevez un nombre de jetons de condition qu'il a sur cette unité. Pour chaque jeton que vous avez enlevé, cet ennemi perd une capacité, une habilité jusqu'à la fin du tour, donc ce qui peut être pas mal. Voilà, ça peut être sympathique, et après à utiliser intelligemment, donc ça nécessite d'avoir une bonne connaissance aussi des troupes ennemies, d'avoir une bonne connaissance de ce qu'ils peuvent faire pour ça. Donc voilà, on a vu les deux Baratheon, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, donc c'est un peu, voilà, il y a un peu comme Renly, il y en a un, sur les deux, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Là pour le coup, je trouve que celui-là est moins bon que le premier Stannis qu'on a vu ensemble, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit il y a quelques instants. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça reste des généraux jouables. Alors, je sais pas ce que vous avez vu. Moi, il y a un Stannis, un Renly qui me paraît bon. Il y a un commandant, c'est Estermont, qui me paraît aussi pas mal. Voilà, à première vue, vous voyez, si j'avais une liste à faire comme ça, je prendrais un de ces généraux-là. Voilà, c'est ce qui me semble le plus, sans avoir vu le reste, bien entendu, c'est ce qui me semblerait le plus opti, comme on dit vulgairement dans le jargon figuriniste. Voilà, on a vu les commandants. Et bien écoutez, je vous propose maintenant de passer aux attachements. Alors, on va commencer avec ceux que l'on peut prendre comme généraux, c'est-à-dire Andrew Westermont et Axel Florent, et auxquels on va ajouter Brienne pour cette première salve d'attachement. Alors, en premier, nous avons Andrew Westermont, qui va coûter 1, loyauté Stannis, ce qui est logique. Alors, il a en ordre, quand cette unité fait une attaque de mêlée, avant de lancer léger d'attaque, l'attaque gagne vicieux, donc ça donne, c'est cruel, après si vous voulez en français, et vous lancez le maximum de dés d'attaque, donc ce qui est plutôt très bien. Et en plus, si comme le trait de commandant, c'est-à-dire que ça devient l'unité sur laquelle il est attaché devient une unité Baratheon, et à chaque fois que cette unité attaque un ennemi qui a plus de rang que lui, que cette unité, vous pouvez relancer les dés d'attaque, donc l'ordre est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on passe à Axel Florent, donc même chose qu'un peu comme la partie commandant, l'unité devient une unité R'hllor, et en plus, cette unité gagne les attaques gagnent vicieux, et vous attaquez aussi avec le maximum d'attaque, un peu comme l'autre, un peu comme à côté comme Andrew, sauf que ce n'est pas un ordre, c'est qu'il a de native. Voilà. Et pareil, loyauté Stannis, et présence intimidante, les ennemis engagés contre cette unité subissent un malus de -1 à leur test de morale et subissent plus une blessure à leur test de panique raté. Donc ça fait pas mal. Donc là vous voyez, typiquement pour moi, Axel Florent est plus intéressant qu'Andrew Westermont. Pourquoi? Parce que l'ordre, en fait la partie la plus intéressante d'Andrew Westermont, vous l'avez nativement sur Axel. Maintenant attention, effectivement ça coûte 2 points alors que l'autre en vaut 1, mais si vous avez la possibilité, je vous conseille quand même Axel Florent, puisque nativement, il a, enfin en tout cas tout le temps, il a l'attaque vicieuse et l'attaque supplémentaire, et puis la présence intimidante qui est quand même pas rien. Maintenant, effectivement, ça coûte 2 points, alors que l'autre ne vaut que 1. Voilà, c'est vrai. Ensuite, on passe à Brienne, qui elle coûte 1 point, qui elle est en loyauté Renly, et qui fait que quand une unité Renly est attaquée, attends qu'une unité une unité de Renly Baratheon est attaquée, vous pouvez faire une action de charge ou d'attaque sur l'attaquant
l'unité de Renly Baratheon. Donc attention, oui, c'est pas la loyauté, c'est quand l'unité Renly attaque, vous pouvez faire une action d'attaque ou de manœuvre. Donc c'est voilà, c'est très très situationnel pour le coup. On continue, on va voir la deuxième salve. Là, on a Courtney Rose, Davos Seaworth, Devon Seaworth, donc la famille, et Dragonstone Noble. Dragonstone Noble, vous l'avez vu, vous l'avez en unité indépendante, solo, mais vous pouvez aussi l'avoir en attachement, comme on va voir là tout de suite. Alors, on va commencer par la gauche avec Courtney Penrose, qui lui a un ordre au début d'un tour ennemi, vous ciblez une unité amie à courte distance, elle peut faire un shift de 3, donc un déplacement de 3 dans une seule direction. Voilà, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas. Ensuite, ordre de la couronne, à chaque fois que une unité non combattante ennemie prend la couronne, vous pouvez remplacer l'effet par l'unité de Penrose, de Courtney, peut faire une action de manœuvre ou une action de marche. Il a la loyauté Renly et coûte 2 points. Ça me paraît un peu cher pour 2 points par rapport à ce qu'on a vu même juste avant. Ensuite, on passe à Davos Seaworth. Il va coûter 1 point. Il est en loyauté Stannis. C'est d'ailleurs les 3 prochains, les derniers, Stavos, Divan et Dragonstone sont en loyauté Stannis. Alors, Davos Seaworth, pour commencer, il a en ordre aide, supply aid. Vous ciblez une unité amie. Cette unité vous ciblez une unité amie, cette unité subit jusqu'à 3 blessures et vous restaurez donc le même nombre de blessures plus 1 à une autre unité amie qui se trouve à longue distance. Donc ça peut être pas mal, c'est un peu de soin, ça peut être c'est une fois par tour, hein, puisque c'est un ordre, mais ça peut toujours modifier un petit peu la ligne directrice de votre adversaire et surtout vous protégez une unité qui serait bien visée par votre adversaire justement. Ensuite, en capacité, pareil, aussi bien pour les attaques de mêlée que de distance, l'unité devient une unité Baratheon, et si vous attaquez une unité qui a plus de rang que vous relancez les deux. Voilà, c'est un truc assez classique de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ensuite, on va avoir Devon Seaworth, le King's Queer, donc le valet du roi. L'écuyer du roi plus précisément. En ordre, Reckless Heroism, quand cette unité fait une action de charge, avant de résoudre cette action, cette unité peut prendre des 3 blessures et par contre la charge est considérée comme avoir relancé un 6. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est une unité qui vaut 1 point, loyauté Stannis, comme je disais tout à l'heure. Une unité Baratheon, et en plus, c'est l'unité aussi bien pour les attaques à distance qu'au corps à corps. Si vous attaquez une unité qui a plus de rang que vous, elle peut relancer les dés. Donc ce qui est plutôt sympathique, c'est plutôt très très bien. Voilà, si vous avez une unité qui a plutôt souvent une faiblesse au niveau de la distance, le mouvement, ce qui est souvent le cas sur l'unité Stannis, comme vous avez pu voir, Baratheon de manière générale. Voilà, ça vous permet d'optimiser une charge et puis toujours d'aller au contact de votre adversaire très rapidement. On passe ensuite au noble Dragonstone. Il a le premier ordre sentinelle. Après qu'une unité amie à longue distance a été attaquée, vous pouvez faire une action de charge ou une manœuvre. Et si c'est une action de charge, vous devez cibler l'attaquant qui a attaqué donc l'unité amie. Voilà, c'est classique, c'est situationnel. Ça peut être toujours intéressant de se repositionner ou de faire d'ailleurs une action de charge. Pour 1 point, c'est plutôt pas mal, mais ça ne veut pas pour autant dire que la charge est réussie, par exemple. Voilà, pour 1 point, à mon sens, il y a peut-être mieux que ça, mais bon, à vous de voir. Voilà, on va voir en tout cas le reste des attachements. Ensuite, on passe aux 3 suivants, Loras Tyrell, Master Warden et Capitaine des Piquiers. Alors, Loras Tyrell, comme le commandant, c'est qu'il a en natif, pour les attaques de mêlée, vous choisissez soit de faire plusieurs blessures, soit d'essayer de détruire un attachement infanterie du défenseur en lançant un dé, et sur 3+, vous le détruisez. Et sinon, les attaques de mêlée de cette unité gagnent précision, ce qui est pas mal. Alors précision, je rappelle, c'est quand vous faites un 6, vous faites une blessure automatique à votre adversaire. Voilà, donc en plus du résultat du dé qui peut bien sûr rajouter qui peut rajouter bien sûr une touche qui fait une touche plus une blessure automatique à votre adversaire.
C'est un attachement de Laura-Sirel qui coûte 2 points, qui a une loyauté à Renlis, Renlis Baratheon, pardon. Donc voilà, pour moi c'est un bon attachement pour 2 points, il les vaut largement. Ensuite, le maître des Warden a un ordre qui, quand il s'active, où tu pouvais cibler une unité engagée avec cette unité, une unité ennemie qui est engagée avec cette unité, pardon, cette unité ennemie va subir deux touches plus une touche par chaque rang restant sur cette unité. C'est plutôt pas mal, c'est qu'un ordre, ça vaut qu'un point. Là encore, est-ce qu'il y a pas mieux pour un point chez les Baratheons, à voir. Et justement, à un point, on a le piquier, le capitaine piquier. Donc c'est un attachement, donc c'est pas forcément de l'attacher avec des unités piquées. Justement, on pourrait très bien les mettre dans une autre unité d'infanterie, ce qui est intéressant d'ailleurs. Voilà, alors il a la loyauté Renly, il coûte 1 point. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien pour les attaques à distance que au corps à corps, à chaque fois qu'il attaque, s'il est à rang plein, il a plus un dé d'attaque, et sinon il est considéré comme ayant un rang de plus. Donc c'est plutôt assez fort, et encore une fois fort parce que ça touche aussi bien les attaques à distance que les attaques au corps à corps. C'est bien précisé avec les symboles que vous avez à l'écran sur le piqué. Donc c'est un attachement qui, pour un point, pour moi, est, je dirais pas un must-have, mais en tout cas un très très fort. Beaucoup plus fort que ça n'y paraît comme ça sur le papier. On va ensuite les 3 derniers attachements. Vous avez la prêtresse rouge, le noble Stag Knight, donc le chevalier Stag, et la sentinelle Thornwatch. Alors, la première, la prêtresse rouge, qui est en loyauté Stannis, qui coûte 1 point, sacrifice divin, qui touche aussi bien les attaques, alors utilisable sur les attaques à distance et sur les attaques à mêlée. À chaque fois que cette unité attaque, avant de lancer les jets d'attaque, vous pouvez subir jusqu'à 2 blessures. Si c'est fait, le défenseur devient paniqué et vulnérable. C'est à double tranchant. Maintenant, ça donne paniqué et vulnérable, ça peut être une bonne combo derrière pour faire mal. Maintenant, pour un point, je suis pas fan dans l'idée de rajouter des jetons, mais de se prendre de blessures. Bon, à voir. Voilà. Là, comme ça, en tout cas sur le papier, je suis pas fan en termes d'attachement, c'est pas ce que je prendrais en premier choix. Ensuite, le noble Stag Knight pour 2 points. Alors, comme vous avez vu, il n'y a pas de loyauté là-dessus, donc vous pouvez, que ce soit Renly ou Stannis, vous pouvez le prendre sans souci. À chaque fois qu'un rang de cette unité a été détruit, un ennemi engagé perd 1 blessure. Donc vous perdez un rang, vous faites une blessure à votre adversaire. Est-ce que ça les vaut? Enfin, c'est 1 pour 4, vous avez perdu 4 unités, puisque vous savez c'est 3 rangs de 4, l'infanterie. Vous avez perdu 4 infanteries, vous faites 1 blessure à votre adversaire. C'est toujours ça le prix. Voilà, c'est pas génial, mais c'est toujours ça de prix, et c'est toujours utile, enfin c'est bon à prendre, comme on dit. Ensuite, résolution de fer, Iron Resolve, l'unité gagne +1 à ses jets de panique, et subit -1 blessure à ses jets de panique ratés, justement. Ça c'est bien. Et à chaque fois que cette unité, par contre, réussit un test de panique, l'ennemi engagé avec lui subit une blessure, ce qui est pas mal. Pour 2 points, c'est un peu cher, surtout que si vous avez déjà les Stag Knight, honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de le rajouter sur un truc. En revanche, un peu même intérêt presque que le Pikmin Captain, même si pour moi le Pikmin Captain est beaucoup plus fort que le Stag Knight, là en ce qui concerne, parce que pour 2 points quand même il est cher payé le Stag Knight Noble, mais en tout cas il est intéressant comme attachement à voir, dans lequel il ne va pas dans toutes les listes, ça clairement, mais il peut être mis dans certains cas. Et enfin, on termine les attachements, puisque c'est les derniers, on les aura tous vus. La sentinelle Thornwatch, qui coûte 1 point, qui est en loyauté Renly, et qui a 2 capas. La première, c'est qu'à chaque fois que cette unité réussit un test de morale, elle se soigne de 1 point de blessure, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon attachement, rien que pour 1 point, rien que ça déjà, c'est plutôt bien. Et l'autre chose qui est plutôt très sympa, c'est que ça ignore, donc c'est de l'infanterie, ça ignore les traits dangereux, Hindering et Roof Keyword, donc c'est plutôt pas mal. Sur des unités Baratheon qui ont souvent un petit peu de difficulté de déplacement, se mettre un attachement comme ça peut valoir le coup. Voilà, là encore, pas forcément utile dans toutes les listes. Mais là, si vous utilisez beaucoup d'infanterie, ça peut valoir le coup. Voilà, on arrive au bout des
des cartes d'attachement. Alors vous voyez, moi je suis tombé fou et j'aime beaucoup l'attachement du Capitaine Piquet par exemple, qui est plutôt pas mal. Et je verrais bien un des deux attachements ex-commandant en complément. Mais voilà, mais c'est comme ça sur le papier, c'est ce que je mettrais comme ça, je pense, sur si j'avais à faire une liste comme ça, au vu des attachements et des capacités que cela donne. Voilà, allez, je vous propose maintenant de passer au dernier sujet de la faction, c'est-à-dire des unités non combattantes. Allez, on attaque la dernière partie de cette analyse de la maison Baratheon avec les unités non combattantes. Et vous allez voir, il y en a des bien intéressantes. Et allez, on va commencer. Donc, on va commencer par Alester Florent, parmi les 4 que là je vous propose. Alester Florent, qui coûte 4, qui est le coût moyen on va dire, des unités non combattantes. Alors, il est accessible aux 2 sous-factions, donc aussi bien Stannis que Renly et Baratheon. Alors, qu'est-ce qu'il fait en jeu? Il fait des choses intéressantes, vous allez voir. Alors, il commence la partie avec 3 jetons ordre, et il fait que lorsque vous prenez le contrôle d'une zone sur le tableau tactique, après avoir fait et résolu l'effet de cette zone tactique, donc la couronne, la bourse, la cavalerie, enfin ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez enlever un jeton ordre parmi les 3 qu'il a au départ, et si vous le faites, vous pouvez le déplacer sur une zone libre, ou même intervertir la zone avec un autre NCU. Ce qui veut dire, votre ennemi, par exemple, a pris la bourse, mais il se trouve que vous, en main, ou votre unité a des effets avec le contrôle de la bourse, par exemple, eh bien, vous utilisez un de ces tokens ordre, après avoir pris, par exemple, moi je sais pas, l'épée, vous avez fait une attaque, par exemple, vous le switchez à Alester Florent après avoir fait votre attaque, vous switchez à Alester Florent sur la zone qui a pris, la bourse qui a pris le NCMU de votre adversaire, et du coup, vous pouvez compoter avec un effet de carte ou d'unité, puisque vous aurez le contrôle de la bourse. Alors bien entendu, un effet qui aura lieu après, mais au moins vous pouvez comme ça, vous avez la possibilité de contrôler un petit peu plus le board tactique et du coup d'avoir des effets et de préparer vos actions de jeu. Deuxième NCU, on passe à Axel Florent, qui lui est accessible pour la faction Stannis. Alors, il a une action, une influence. Donc quand vous prenez donc le principe des influences, hein, on le rappelle, c'est lorsque vous prenez le contrôle d'une zone, vous attachez cette carte à une unité de combat jusqu'à la fin du round. Donc le nom, c'est au nom des R'hllor. Quand vous influencez une unité ennemie, à chaque fois qu'ils ratent un test de panique, ils deviennent affaiblis. Et si l'unité influencée ennemie est une unité engagée contre une unité R'hllor, ils subissent en plus une blessure supplémentaire pour leur jet de panique raté. Ça peut être pas mal. Ces 4 points, je trouve que c'est assez situationnel. Maintenant, dans quelques combos, ça peut être bien, mais vous allez voir que avec les NCU, les unités non combattantes de Stannis, il y a moyen de faire des trucs très sympas en combo avec une autre NCU qu'on verra un petit peu plus tard. Allez, on continue ensuite avec Courtney Penrose. Alors lui, il est accessible à la faction Renly. Voilà, différent. Et lui aussi démarre avec 3 jetons ordre. Et vous allez voir, là aussi, c'est pas piqué de nez à ton. Pourquoi? Et bien parce que à chaque fois qu'une unité ennemie non combattante s'active, vous pouvez lui enlever un jeton ordre. Et si vous le faites, vous choisissez 2 zones parmi le tableau tactique. Et si ce NCU ennemi, donc bien sûr, choisit une des 2 zones que vous avez choisies en l'occurrence, eh bien, avant de résoudre l'effet de la zone qu'il aura prise, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans vos unités de combat, et parmi celles-ci, vos unités de combat, vous pouvez soigner de D3 plus 2 blessures à travers ces unités, donc ce qui est quand même très bien. Donc en gros, au maximum 5 points donc c'est quand même énorme, puisque même si vous pouvez le faire 3 fois dans la partie, c'est quand même un effet qui se fait en plus de la zone prise par Courtney, mais il n'empêche que c'est quand même très fort. Alors en général, on conseille de faire ça plutôt vers la fin d'un tour,
lorsqu'il reste, notamment quand il reste plus qu'une ou deux zones, 3 zones maximum tactiques utilisables et prenables entre guillemets par votre NCU ennemi, pour justement optimiser cet effet et maximiser le fait que votre jeton token soit utilisé et utilisable. Voilà, on continue ensuite avec Davos Seaworth, qui lui est toujours pour sa faction Stannis, qui lui commence également la partie avec 3 jetons ordre, et qui fait la chose suivante, c'est qu'à chaque fois que qu'une unité amie charge, après avoir lancé le jet de dés pour savoir si la distance est réussie, ou si la charge est réussie tout simplement, vous pouvez enlever un jeton de Davos et vous pouvez relancer votre jet de distance de charge pour savoir si elle est réussie ou pas. Et aussi, vous pouvez aussi, quand une unité amie s'active, vous pouvez enlever un token. Si vous le faites, une unité qui est engagée contre une unité tactique amie, cette unité ne pourra pas utiliser d'ordre ou cibler votre unité par des cartes tactiques. Donc c'est quand même pareil, assez fort, bien utilisé. Après, voilà, vous allez voir, c'est un choix à faire, vous verrez. Dans les Stannis, il y a 2 choix à faire. Chez les Renly, c'est un peu plus simple en termes de choix de NCU. Vous allez voir tout de suite, enfin au niveau stratégique, ça reste sensiblement équivalent. En revanche, quand on voit là déjà les 2 Stannis que l'on a en niveau unité non combattante, on voit que vous pouvez partir sur 2 optiques de jeu différentes. Donc voilà, c'était les 4 premiers unités non combattantes. On va passer aux 3 suivants. Donc le premier, c'est Eldon Estermont, qui est donc pour la loyauté Renly. Alors il fait pareil, il est plutôt pas mal dans l'objectif, surtout dans l'optique d'avoir les bonnes cartes en main, puisqu'il fait la chose suivante: à chaque fois que qu'il prend possession d'une zone sur le tableau tactique, vous pouvez remplacer l'effet de cette zone par l'effet suivant, c'est-à-dire piocher 3 cartes, puis vous remélangez une de ces 3 cartes, puis une carte de votre main, même pas parmi les 3 cartes, donc c'est une carte de votre main, dans le deck tactique. Donc vraiment, ça vous permet d'optimiser votre main, et donc d'avoir votre option jeu, vos réponses en jeu par rapport à ce que peut faire votre adversaire, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, deuxième NCU, là-dessus, vous avez Marguerite Tyrell, toujours pour 4 points, également pour la faction Renly, et ça fait la chose suivante: à chaque fois qu'elle prend possession d'une zone sur le tableau tactique, vous pouvez cibler une unité de combat amie, elle se soigne de 1, et si en plus vous ciblez, et en plus vous pouvez après derrière cibler une unité ennemie qui est engagée avec elle, je vais y arriver, et elle devient vulnérable. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez par exemple celle-ci, Marguerite Tyrell pour la faction Renly, vous l'associez avec une unité non combattante comme Courtney Penrose par exemple, qui lui avec ses 3 ordres permet de soigner, et vous avez comme ça une capacité de soin et de résilience sur vos unités qui est quand même assez phénoménal. Couplez ça aux unités Baratheon qui sont déjà assez costauds, même très costauds, voilà, vous avez de quoi voir venir, comme tu dirais. Ensuite, alors là c'est une unité très connue des joueurs Baratheon, puisqu'il y a une combo, alors je vous la donnerai pas là parce que j'ai pas présenté les unités neutres, mais sachez qu'il y a une unité neutre NCU qui combatte très bien avec Mélisandre, donc on en parlera lorsque on fera les unités neutres, mais bon, voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Mélisandre, déjà, c'est une NCU qui coûte 5 points, donc un peu plus cher que les autres, et honnêtement, vous allez voir, ça les vaut largement. Alors, elle est utilisable par la faction Stannis uniquement. C'est logique, hein, si vous avez lu les bouquins et même regardé la série, Mélisandre, elle est proche de Stannis. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc elle a une influence. Donc, je vous rappelle l'influence: prendre une zone, vous la mettez sur une unité de combat amie ou ennemie en fonction de l'influence, et ça fait un effet jusqu'à la fin du tour. Alors là, qu'est-ce que ça fait? C'est quand vous influencez avec son influence, vous mettez donc sur une unité amie, vous pouvez leur faire subir 2 blessures et un jet de panique,
Et si vous le faites, vous ciblez une unité de combat ennemie, et cet ennemi subit un jet de panique à -2 à leur jet, et prendre plus de blessures si jamais, bien sûr, c'est raté. Donc c'est plutôt pas mal. Et si en plus, vous influencez une unité amie qui est une unité Relore, eh bien, les attaques de mêlée à ce tour, à ce round, ou ce tour, pour l'unité, gagnent le trait vicieux, donc cruel en français. Donc c'est pas mal. Donc, alors, ce que ça fait vicieux, je le rappelle, c'est lorsqu'il y a un jet de panique, l'adversaire subit un malus de 2. Donc c'est quand même très important. Donc quelque chose qui est capable de faire très mal. Si vous mettez ça sur une unité Baratheon qui a un bon moral, c'est plutôt sympathique. Et si en plus vous mettez sur une unité qui a la capacité de se soigner un petit peu elle-même, et ben alors tout est bon. Et de mémoire sur les Stannis, il y a une unité qui permet, je crois qu'on réussit un jet de morale, de récupérer un point de blessure. Donc vous voyez la combo, vous la voyez directement. Hein. Il y a des très bonnes choses à faire. Voilà pour ces unités non combattantes. On va partir sur la dernière page avec ces 3 dernières unités non combattantes. On commence par Olenna Tyrell, qui elle coûte 5 points, donc très cher aussi, assez cher par rapport au reste, mais après il y a encore plus cher juste à côté, si vous regardez l'image. Alors, elle coûte 5 points, donc elle est utilisable par la faction Renly. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois que Olenna prend possession d'une zone, vous pouvez cibler une unité ennemie NCU, donc c'est même pas un effet de jeton, hein, c'est un effet permanent, puisque c'est quelque chose qu'elle pourra faire à tous les tours, et vous choisissez une des 2 options. La première option, c'est que le NCU ennemi ciblé ne perd toutes ses capacités, donc ça c'est bien. Alors attention, ça n'empêche pas de prendre possession d'une zone et de remplir l'effet de la zone. Ça empêche la capacité particulière de l'NCU, donc concrètement, il y aurait 2 Olenna en jeu, vous le faites en premier, et bien l'Olenna Blé ne pourra pas faire ce qu'elle peut faire là exactement. La deuxième capacité possible, et là aussi c'est assez monstrueux, c'est vous ciblez un autre NC, une fois qu'un autre que cet NCU ennemi, donc l'unité non combattante ennemie prend possession d'une zone, après que la fait de la zone soit résolue, vous ciblez une unité de combat ennemie et ils prennent des 3 touches et deviennent affaiblis. Donc c'est quand même pas mal. Alors en général, voilà, c'est à faire avant de faire une attaque de combat, avant de lancer une de vos unités de combat en mêlée sur l'unité, ou avant de faire un jet, donc ou faire un jet de morale pour X ou Y raison. Alors, c'est une unité qui n'est pas accessible à Stannis, dommage, parce qu'il y aurait eu des combos, vous l'avez vu avec Mélisandre juste avant, mais néanmoins, pour un lys, c'est aussi un bon moyen d'affaiblir vos adversaires. On passe à l'unité qui est juste à côté, Célise et Shireen, donc ça coûte 6, donc très cher, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui les vaut. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que ça a une influence qui, quand vous le faites vous influencez une unité, donc vous mettez la carte, jusqu'à la fin du round, ils gagnent +1 à leur jet de morale, et s'ils réussissent leur jet de morale, l'ennemi qui est engagé avec eux subit une blessure. Ça c'est pas mal, mais c'est surtout, ça booste le moral. Et la deuxième chose, qui est vraiment énorme si vous savez déjà le fait que, donc, j'ai précisé, Célise et Shireen sont accessibles pour uniquement la faction Stannis, il ne me semble pas l'avoir dit avant. Donc voilà, et donc l'effet qu'elle peut faire une fois par partie et qui est assez énorme. Alors comme vous l'avez pu voir au niveau des unités, les unités Stannis sont un peu moins résistantes, ou en tout cas ont pas la même résilience que les unités Renly. Mais là, ça vous permettra de compenser un petit peu, puisqu'une fois par partie, quand une unité de combat ennemie devrait être détruite, à la place, elle n'est pas détruite, mais reste en jeu avec des 3 blessures, et jusqu'à la fin de la partie, ça devient une unité Relore. Donc 2 effets, ça sauve l'unité, ça reste en jeu avec un des 3 unités, une des 3 figurines, et en plus de ça, ça devient une unité Relore si ce n'était pas le cas. Donc là encore, ça commode bien avec les unités dont dispose la sous-faction Stannis Baratheon. Donc voilà, il y a des choses intéressantes là aussi à faire et à préparer dans vos listes de combat.
On termine avec une unité non combattante accessible aux deux factions. Comme on a commencé cette partie sur l'unité combattante par une unité accessible aux deux, on termine aussi de la même manière. Donc avec Shira et Roll qui coûtent 4 points. Donc on revient sur un coût classique de unité non combattante. Alors elle fait la chose suivante. À chaque fois qu'elle prendra une zone, et en fonction de la zone, il y aura un effet spécifique. Donc si elle prend possession de la couronne, vous soignez une blessure d'une unité de combat amie. Si vous prenez les lettres, vous enlevez un jeton de condition d'unité ennemie. Et si vous prenez la bourse, si vous enlevez, grâce à l'effet de bourse, un jeton de condition, vous pouvez le mettre sur le même jeton de condition sur une unité ennemie. Donc ça l'intérêt de cette carte-là, c'est que vous avez une variété, vous pouvez vous adapter en fonction de la situation, les effets. Maintenant, c'est des effets qui sont assez classiques, qui peuvent être très intéressants. Maintenant, pour 4 points, je pense que les autres unités non combattantes sont un poil plus intéressants en termes d'effet et d'efficacité que ceux-ci. Disons que ça, voilà. Concrètement, je vous donne un exemple. La couronne fait re-soigner de 1 point de blessure. C'est bien sans être exceptionnel. Il y a d'autres unités NCE qui auront des effets plus intéressants là-dessus. Le fait d'enlever un jeton condition, c'est bien aussi, mais ça changera pas forcément la game. Voilà, ça reste intéressant, mais par rapport à ce qui est accessible à la maison Baratheon, je suis pas très, voilà. Je trouve que c'est moyen. Voilà, en termes de unités non combattantes. Allez, voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir l'intégralité de la maison Baratheon. Donc vous avez, j'espère, à l'issue de cette vidéo, une bonne idée de ce qu'elle contient. Vous avez une bonne idée aussi de la faction Stannis, de la faction Renly, donc la sous-faction Baratheon. Vous avez pu voir que Stannis, principalement, si on peut, entre guillemets, ressortir une ou deux lignes directrices de chaque sous-faction. Stannis, c'est plus dans l'agressivité, Renly, c'est plus dans la résilience et le contrôle du plateau. Voilà. Donc vous avez pu voir, il y a des compositions d'équipes et des compositions d'armées très intéressantes à faire avec les deux. Personnellement, j'aime bien les deux. J'aime bien Stannis et l'unité non combattante Mélisandre. Voilà pour mon petit avis personnel. Mais j'avoue que la sous-faction Renly a également pas mal de peps, comme on dit vulgairement. Donc c'est aussi quelque chose que, voilà, si j'ai l'occasion aussi, si on me prête quelques figurines, je testerai volontiers lorsque j'ai fait d'ailleurs sur un des rapports de bataille de la chaîne. Vous avez pu voir, j'ai testé et c'est franchement très très intéressant. Donc voilà, donc la vidéo va arriver, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter également, c'est important pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, pour aider les gens qui chercheraient du contenu Song of Ice and Fire à le trouver. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. Il y aura encore plein de contenu sur ce jeu qui va arriver. Je vous annonce déjà que la prochaine faction qui sera analysée sera probablement la maison Stark. Donc là, on va passer dans le nord des royaumes, du royaume du trône de fer. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de rapports de bataille, des rapports de bataille rapides et des rapports de bataille un peu plus classiques. Voilà, toujours enregistrés dans des conditions du direct en boutique ou lors de tournois. Voilà, et bien j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres contenus. Ciao ciao!